Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au live EPITA. Je suis très heureux de vous recevoir. Je suis Joël Courtois, directeur général de l'école. Et nous allons avoir le plaisir d'échanger pendant plus d'une heure, 1h30, tout dépendra de vos questions, sur des éléments qui vous permettraient de mieux connaître l'école et d'affiner votre choix de parcours professionnel. Alors, brièvement, le petit programme, une petite demi-heure pour mieux faire connaissance, et puis vous aurez ensuite le temps que vous souhaitez pour nous poser des questions. Alors, je vous donne un petit peu le détail de ce programme. Nous allons aborder les bonnes raisons de choisir et d'intégrer l'EPITA. Puis, nous regarderons comment se positionne l'école au cœur des enjeux de demain. Nous aurons ensuite une présentation de quelques majeurs de l'EPITA. On n'a pas le temps sur un live comme cela de faire les 8 majeurs, mais nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui les responsables des majeurs système réseau sécurité, multimédia et technologie de l'information, sciences cognitives, intelligence artificielle. Donc, les responsables de ces majeurs ou les responsables des labos sont là pour répondre à vos questions, vous dire quelques mots sur leurs majeurs et répondre à vos questions. Voilà, donc je suis à votre disposition et nous allons tout de suite commencer par les bonnes raisons de choisir et d'intégrer l'EPITA. Alors, sur ce sujet, eh bien, nous avons fait ressortir quelques items un petit peu forts et spécifiques de l'école. D'abord, une pédagogie innovante. Tout ce que nous allons vous transmettre, toutes les compétences que nous allons vous transmettre durant les 3 ou 5 ans que nous allons passer ensemble, eh bien, tout va se faire par un apprentissage à travers des actions. C'est-à-dire que nous avons bien entendu beaucoup de cours d'enseignement théorique, mais à chaque fois, ces enseignements théoriques sont remis dans un contexte qui permet de comprendre exactement pourquoi on fait ces choses-là. Nous allons également, je vais redétailler un petit peu chacun de ces points. Nous allons également vous garantir un avenir professionnel et nous allons vous expliquer pourquoi. Nous allons avoir une immersion internationale pour vous permettre d'avoir des carrières dans le monde entier. Alors vous me direz aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le meilleur sujet à aborder vu la situation internationale. Mais j'ose espérer que les choses se débloquent prochainement et nous aurons cette possibilité. Nous allons vous garder cette possibilité qui est vraiment très forte dans l'école, d'avoir des carrières partout dans le monde. Ensuite, faire ces années d'études dans l'école, il faut y prendre plaisir, donc des campus stimulants et dynamiques. Et puis, bien, là aussi, dans notre ADN, être en permanence au cœur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Allez, quelques petits mots sur chacun de ces points. Alors, pourquoi vous parlez d'une pédagogie innovante et d'un apprentissage par l'action? Eh bien, c'est parce que durant toutes les années, dès la première année de prépa, et c'est ce qui va faire toute la différence avec une prépa classique, eh bien, dès la première année, vous allez avoir des projets, une pédagogie par projet, des cours et des projets qui vous permettent de mettre en œuvre ce que vous apprenez à travers les cours. Donc, on n'est jamais dans de l'abstraction, on est toujours dans une préparation de l'avenir. Quelquefois, les projets peuvent même arriver en même temps que les cours, et c'est un apprentissage en parallèle. Quelquefois, on a besoin de vous donner d'abord des connaissances théoriques avant de rentrer dans la réalisation, mais il y a toujours ce lien entre l'apprentissage théorique et la mise en œuvre opérationnelle. Si on peut avancer sur les slides, ce serait bien. Des enseignements également numériques. Des enseignements numériques qui sont très originaux puisque nous avons en classe préparatoire des cours qui ont été numérisés. Alors évidemment, ce n'est pas un prof simplement filmé, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui vous permettent de suivre les cours en avance, à distance, et d'arriver dans l'école pour aller chercher les études de cas, les travaux pratiques, la mise en œuvre dans les projets. Donc ça aussi, ça renforce ce sentiment dans l'action. Alors là, je vous dirais que dans la situation actuelle de confinement, ça nous a été particulièrement utile d'avoir tous ces enseignements numériques, puisque les classes préparatoires n'ont subi aucune perturbation. Les cours numériques ont continué de se dérouler en période de confinement comme en période classique, et simplement, bien, tout ce qui est travaux dirigés, travaux pratiques, projets, se fait aujourd'hui en distanciel. Enfin, l'expérience internationale, eh bien, c'est dès le cycle ingénieur
dès le cycle préparatoire, excusez-moi, que vous pouvez partir à l'international. Donc ça aussi, c'est une originalité forte de l'école, même si cette année, les choses ont été un petit peu perturbées. Je vous parlais de l'avenir professionnel garanti. Bien, tout simplement parce que nous sommes une école au cœur des enjeux de demain. Tous les thèmes les plus recherchés, je les détaillerai un tout petit peu après, tous les thèmes les plus recherchés aujourd'hui sont le cœur de la formation de l'école. Donc, vous êtes certain d'être sur les domaines les plus recherchés. Ça se traduit avec des taux d'intégration remarquables. Nos 8000 anciens sont dans plus de 40 pays. Tout le monde trouve un job dans les 2 mois après le début de sa recherche. Les salaires d'embauche dépassent les 42 000 € en France, dépassent les 70 000 € à l'étranger. Donc, vous avez un avenir professionnel absolument garanti. Et par les temps qui courent, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je parlais de l'international également. L'international, c'est important de vous offrir des carrières dans le monde entier. Le numérique, c'est un de ces rares domaines que l'on peut exercer absolument partout. Si vous êtes médecin, architecte, juriste, eh bien, vous avez toujours des tas de réglementations locales, des autorisations d'exercer. C'est pas si facile que ça d'avoir une carrière internationale, sauf pour les chercheurs. Dans le domaine du numérique, vous avez le choix de dire je vais vivre pendant quelques années dans un pays, puis partir dans un autre, partir dans un troisième, un quatrième. Nous, on utilise les mêmes outils et les mêmes environnements partout. Et à partir du moment où vous êtes formé sur les domaines, les technos les plus demandés, les plus en pointe, eh bien, vous êtes certain de trouver un job absolument partout. Cette expérience internationale, vous pouvez aussi la vivre sur le campus de l'école, puisque nous avons une section anglophone dans laquelle nous accueillons des étudiants étrangers, alors dans des conditions un petit peu particulières encore une fois cette année, mais des étudiants étrangers et des étudiants français qui suivent l'intégralité de leur classe préparatoire complètement en anglais. Donc ça aussi, c'est une très très belle expérience. Enfin, il y a beaucoup de stages proposés à l'étranger, des possibilités de double diplôme. Bref, vous aurez toutes et tous une expérience d'1 ou 2 semestres à l'étranger pendant votre parcours à l'école. L'école, on l'a dit, c'est 3 ou 5 ans. Pendant 3 ou 5 ans, il faut quand même se faire plaisir. On n'est pas là que pour étudier, travailler et faire des projets, même si j'ose espérer que les étudiants de l'école y prennent beaucoup de plaisir. Il faut aussi avoir des campus qui soient stimulants et dynamiques. Rien que sur le campus de Paris, nous avons 2500 étudiants, plus des étudiants d'autres écoles autour de nous. Donc, ça donne une vie. Quand on vous annonce 350 événements par an, si vous retirez les périodes de congé, vous voyez que c'est près d'un événement tous les jours qui se déroule dans l'école, à travers les associations, les clubs. Donc c'est une vie très intense qui peut, alors je dirais pour les plus fanas, être encore dans le domaine de la technique, mais qui peuvent être dans l'humanitaire, dans l'associatif de tout type, dans du sportif, énormément de musiciens également dans l'école, énormément de groupes. Et ça va se dispatcher sur tous les campus sur Paris et en région. Enfin, je le disais pour ouvrir le débat, nous sommes dans une école qui est au cœur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Des équipes de recherche, sur des thématiques bien précises, que l'on regroupe dans des laboratoires qui sont dédiés plutôt à la recherche appliquée ou à la recherche fondamentale, un laboratoire dédié à la cybersécurité qui est l'un des points forts de l'école, la possibilité de vous ouvrir vers la création d'entreprises à travers l'EPITA Startup Lab, quelque chose de très original qui, à ma connaissance, n'existe encore qu'à l'EPITA. Vous pouvez soit arriver avec votre idée pour la développer dans l'école, soit rencontrer des porteurs d'idées et vous associer avec eux pour créer ensemble votre start-up. Donc, des chances absolument extraordinaires de développer votre entreprise. Et puis, je parlais déjà de la cybersécurité en termes de laboratoire, également de la formation permanente autour d'une structure baptisée SecureSphere by EPITA. Voilà pour cette première introduction, les bonnes raisons de choisir l'école et comment positionner l'EPITA au cœur des enjeux de demain. Rentrons dans le détail justement de ces enjeux de demain. Aujourd'hui, quels sont les thèmes les plus porteurs? Où y a-t-il le plus de demandes? Où y a-t-il le plus de possibilités de développement? Puisque ce que nous allons faire avec vous à l'école, ce n'est pas vous préparer simplement à un job
pour votre sortie de l'école. Nous devons aussi réfléchir à votre carrière, à tout ce qui va pouvoir vous arriver comme développement. Et donc, il faut que l'on anticipe les évolutions. Donc, les enjeux, si on peut avancer le slide, l'EPITA au cœur des enjeux de demain, c'est aborder l'intelligence artificielle, le big data, le data science, la robotique, utiliser les nouveaux modèles de stockage d'informations, de traitement des données à travers le cloud, commencer à se projeter dans l'avenir avec de l'informatique quantique, regarder les nouvelles applications de réalité virtuelle, réalité augmentée, être tout le temps sur des projets innovants, penser à des nouveaux domaines comme les domaines de la santé, où on l'a vu ces derniers temps, le numérique prend une place absolument fantastique, se propulser également sur les objets connectés, et puis en sous-jacent à tous ces domaines, être toujours dans une optique de protection de la donnée, protection des utilisateurs, avoir une véritable éthique dans la conception des applications et des environnements, et donc avoir cette problématique de la cybersécurité. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc, reprenons quelques-uns de ces thèmes. Intelligence artificielle, big data, c'est devenu un enjeu international. Vous avez entendu probablement les États-Unis, la Chine, la Russie dire que celui qui maîtrisera les meilleures techniques d'IA sera demain le maître du monde. Alors, oublions quelquefois ce que font nos voisins chinois avec l'usage de l'IA qui est un petit peu éloigné de l'éthique que nous pouvons avoir en France et dans d'autres pays. Mais il est vrai que l'on ne peut négliger le rôle prédominant que prend l'IA dans un très grand nombre de développements. Donc, ça peut permettre de révolutionner l'industrie, les services, et il faut être préparé à intégrer l'IA, un peu comme la cybersécurité. C'est quelque chose qui doit exister dans tous les développements et dans tous les domaines. Il faut avoir ce paramètre IA. Les aspects de robotique. Alors, les aspects de robotique sont également en véritable explosion. On parlait robots il y a quelques années en parlant de robots industriels. Aujourd'hui, on parle de robots qui marchent, de robots qui volent, de robots sous-marins. On parle de robots d'exploration, on parle de robots collecteurs de données. Et ces robots ont des tâches de plus en plus passionnantes puisque l'on va y coupler des techniques d'intelligence artificielle, des techniques de traitement d'images qui vont les rendre beaucoup plus efficaces dans leur fonctionnement. Là aussi, il y a des domaines absolument extraordinaires à développer. Un domaine qui vous est peut-être moins familier, c'est celui aujourd'hui des infrastructures. Où va-t-on stocker les données? Comment va-t-on organiser les réseaux? On l'a vu encore dans la crise actuelle, les réseaux deviennent essentiels. Le stockage des données, eh bien, si ces données ne sont pas accessibles de partout sur le réseau, ben, quand vous êtes confiné chez vous, évidemment, vous n'avez plus accès aux données de votre école, de votre université ou de votre entreprise. Donc, il y a des questions de conception d'infrastructures dans les applications qui devient quelque chose d'extrêmement sensible. Et puis, je l'ai évoqué précédemment, projetons-nous un petit peu dans l'avenir aussi. L'informatique quantique, ce sont de supercalculateurs qui commencent à être opérationnels. Ils coûtent encore aujourd'hui bien cher pour ceux qui le vont, mais qui demain vont nous faire sauter une étape, vont nous amener vers des possibilités que l'on ne sait pas encore totalement imaginer. Et c'est à ça que nous allons également vous préparer. Et puis, il y a encore plein d'autres domaines absolument passionnants pour l'avenir. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, comment représenter les objets de façon différente. Vous imaginez, je pense, très facilement ce que l'on peut faire aujourd'hui avec de jeux vidéo, mais des domaines tels que la maintenance, les usages vont exploser parce que voir en réalité augmentée, voir des objets, voir des systèmes et en même temps avoir de l'incrustation de données qui vous permet de travailler dessus en temps réel, on est bien loin de l'époque où on faisait de la maintenance en ayant une pile de classeurs à côté de soi et en cherchant des informations à l'intérieur de ces classeurs. Donc là aussi, il y a des domaines où il y a des projets absolument extraordinaires à développer. Le monde des objets connectés, vous en avez peut-être autour de votre poignet, vous en avez peut-être dans votre chambre, dans votre studio, dans votre maison. Ces objets connectés, ils peuvent avoir des allures de gadgets. Dire à Google, allume-moi la lampe pour descendre l'escalier, c'est peut-être pas quelque chose d'absolument essentiel. Mais, dans tout ce qui est capteur, analyse, optimisation, si l'on n'a pas les données qui nous permettent de réaliser l'optimisation, eh bien, on ne sait pas la faire. Donc, ces objets connectés, ils vont continuer d'exploser. On parle aujourd'hui de dizaines de milliards, peut-être d'une centaine de milliards d'objets connectés dans le monde dans les 5-6 ans qui viennent. Donc, c'est absolument faramineux. Et là aussi, il faut des ingénieurs préparés sur ces technos.
Quant à l'aspect de cybersécurité, je l'ai déjà un petit peu évoqué là aussi, le confinement n'a pas arrêté le cybercrime. Au contraire, le cybercrime se développe beaucoup, beaucoup. J'avais une conférence hier matin sur le sujet. Énormément d'attaques, de piratage, de ransomware se développent parce que, comme tout le monde est connecté en ce moment, les attaquants se disent pourquoi ne pas profiter de tous ces gens qui sont sur le réseau pour essayer de faire de l'extorsion de données, de l'extorsion de fonds. Donc la cybersécurité, c'est un des éléments essentiels de l'EPITA et qui doit être au cœur des préoccupations de tous ceux qui développent des applications ou des environnements. Voilà, donc la cybersécurité, l'un des points forts également de l'école. Mais il y a d'autres domaines encore, je ne pourrais pas tous les évoquer. La problématique de traitement d'images dans le domaine de la santé, c'est absolument fabuleux de pouvoir aujourd'hui reconstituer des organes, faire de l'identification automatique de tumeurs, être capable d'identifier des fractures, avoir aujourd'hui des analyses qui peuvent être plus rapides que les analyses faites par des êtres humains et avec une fiabilité supérieure à celle de l'être humain. Donc, ça va aussi changer l'accès aux soins. Certains parlent même de prédiagnostic, de médecine prédictive. Je ne sais pas jusqu'où il faudra aller, mais en tout cas, nous vous préparerons à travers nos enseignements à être ceux qui mettraient en place ces nouveaux outils, ces nouvelles possibilités, avec toujours en tête également ce respect de l'éthique et de la sécurité qui a déjà été évoqué. Et pour vous permettre de monter tous ces projets, pourquoi ne pas créer vous-même votre projet, votre start-up, l'EPITA Startup Lab, je l'ai déjà cité. Eh bien, c'est vraiment l'environnement idéal pour créer votre projet, votre start-up. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas la sortie d'école. Dès que vous êtes dans nos murs et que vous vous sentez prêt, allez-y. Et puis, si l'aventure entrepreneuriale vous passionne et que vous n'avez pas forcément une idée bien aboutie, eh bien, venez au Startup Lab, vous rencontrez des porteurs de projets avec lesquels vous aurez peut-être envie de vous associer. Voilà ce que l'on va vous proposer. Ça fait beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé d'être rapide, j'ai essayé de vous ouvrir plein de portes, plein d'horizons. On va rentrer de façon un petit peu plus précise dans certains domaines avec les responsables de majeurs qui sont avec nous en ce moment. Et je vais passer la parole à chacun d'entre eux. Donc, vous allez avoir une présentation des majeurs système réseau sécurité, multimédia, technologie de l'information et sciences cognitives et intelligence artificielle. Et je crois que nous ouvrons le bal par la majeure système, réseau et sécurité. Et le responsable du laboratoire, Robert Héra, va se faire un plaisir de vous dire quelques mots. Robert, je te passe la parole. Oui, bonjour. Merci Joël. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut passer sur les transparents que j'avais préparés? Alors, donc, la majeure sécurité réseau et système, comme toutes les majeures, dure 2 semestres. Les transparents vont arriver. Il y a un stage de 6 mois, donc un stage de fin d'études de 6 mois. L'une de ses particularités, c'est d'avoir été labellisé par SecNuMedu, donc c'est le label de l'ANSSI. Nous avons été labellisés il y a 2 ans et demi, et sauf erreur de ma part, il n'y a que 6 écoles d'ingénieurs en France qui ont récupéré ce label, donc c'est un gage évidemment de qualité. Il y a plus de 600 heures de technique, j'ai oublié de préciser, c'est plus de 600 heures de cours TP, TD, ateliers et projets qui sont exclusivement consacrés à la cybersécurité. Les étudiants d'ailleurs de la majeure sont comme chaque année en charge d'une partie du challenge du FIC, c'est un CTF, Capture the Flag, donc c'est en fait un concours organisé en temps réel et les étudiants écrivent les épreuves de ce challenge, qui a beaucoup de succès d'ailleurs chaque année. Il y a la majeure a, comme toutes les autres majeures de l'école, son propre laboratoire étudiant qui est donc géré par les étudiants et dans lequel on investit chaque année pour avoir du matériel. Et une des particularités de la majeure, c'est que nous faisons partie du projet DEFNET, qui est un challenge d'attaque et défense organisé chaque année par le ministère de la Défense. Donc, ils viennent avec une infrastructure qui a été créée sur mesure et les élèves ont 2 jours pour déjouer les attaques et comprendre les attaques qui ont été organisées. Donc, aux dernières nouvelles, il y a 10 écoles d'ingénieurs seulement qui font partie de ce programme. Sur métiers, entreprises et administration,
Donc, dans les compétences, nous essayons d'avoir un spectre aussi large que possible. Donc, nous aimerions que les étudiants qui suivent cette majeure soient capables, s'ils le décident, de faire consultant, s'ils le décident de faire de la recherche et développement, ou alors de devenir ce que moi j'appelle très technique au sens noble du terme, donc d'être capable de faire du reverse engineering, ce qui veut dire prendre un code exécutable, le retourner en quelque sorte, l'inverser pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose qui est très très à la mode, notamment pour analyser les malwares, ce qu'on appelle les malwares, c'est en fait ce qu'on appelait avant les virus informatiques. Mais on met aussi en place des formations pour que les étudiants soient capables de mettre en œuvre une solution globale. La cybersécurité, par exemple, est souvent confondue avec la cryptologie, alors que la cryptologie est un outil. Pourrait-on revenir sur le transparent d'avant, s'il vous plaît? Juste 10 secondes. Oui. Voilà. Et donc, dans les différents métiers, aujourd'hui, on peut pratiquement aller où on veut. Comme l'a dit notre directeur Joël Courtois, pour moi, l'informatique, c'est un des rares métiers au monde où on peut travailler avec des gens dont on ne comprend pas la langue, on travaille à travers un code. Et donc, on a des petites entreprises. J'ai mis par exemple XMCO, qui n'est pas une très grande entreprise, mais qui est une très belle entreprise. Il y a Thales, évidemment, Sogeti, tous les grands acteurs du groupe de l'informatique en France accueillent des étudiants de l'école. On a aussi beaucoup d'étudiants qui vont à l'étranger. NVIDIA, par exemple, a beaucoup de succès avec son laboratoire à Dublin et ensuite on vous envoie au bout d'un an en Californie. F-Secure, qui est une entreprise qui développe un antivirus qui est très intéressant. Et vous avez toutes les administrations qui cherchent à tout prix à avoir des stagiaires, l'ANSSI, le ministère des Armées, le ministère des Finances, et on a même aujourd'hui la DGSI et le ministère de la Justice qui proposent des emplois ou des stages. Et on va passer sur le dernier transparent. Je me suis amusé, entre guillemets, à rajouter, il va arriver, on l'a vu tout à l'heure, donc beaucoup de discussions ont eu lieu sur le web, sur Zoom. Alors voilà, ça, ce sont des images que j'utilise depuis très longtemps et qu'on a vu apparaître récemment sur plein de sites web qui expliquaient pourquoi Zoom a choisi un mauvais mode de chiffrement. À gauche, vous avez une image qui est célèbre, hein, c'est l'image du TUX, et à droite, vous avez l'image qui est chiffrée avec le mode de chiffrement et l'algorithme utilisé par Zoom. Et on voit que, en fait, on n'a pas chiffré grand-chose. Il suffit de remplacer ce qu'on appelle le mode de chiffrement ECB, qui est le plus mauvais qu'on pouvait choisir. C'est une erreur d'une naïveté confondante. Et il aurait suffi dans le code de remplacer ECB, par exemple, par OFB, et ils auraient eu un souci en moins. Je précise que l'AES 128 bits n'est pas 2 fois moins sécurisé que l'AES 256 bits qu'on a pu lire sur certains sites web, c'est faux. L'AES 128 bits, c'est très bien, mais c'est le mode de chiffrement qui posait problème. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Je repasse la parole à notre directeur et je reste jusqu'à la fin pour répondre à toutes les questions que vous auriez envie de poser. Merci. Merci Robert, un grand merci. Et je passe tout de suite la parole au responsable de la majeure SCIA, Pierre-Julien Grisel. Vous êtes bien avec nous? Je suis là. Bonjour à tous, donc Pierre-Julien Grisel, je suis le chef de la majeure sciences cognitives et intelligence artificielle. C'est un domaine, comme M. Courtois l'a mentionné, qui est très en vogue aujourd'hui, qui est un domaine qui est très concret et qui a des applications énormes et très importantes dans la vie courante et dans la vie de tous les jours. Je vais vous en parler un petit peu plus. Si la slide s'affiche. Voilà, très bien. Donc c'est comme la majeure ACRS et comme les majeures de l'EPITA, c'est divisé en 2 semestres plus par la suite un semestre de stage. Premier semestre, on fait une découverte des principales techniques qui sont utilisées en intelligence artificielle et en data science, un grand focus sur le big data, le calcul parallèle et le calcul optimisé, l'apprentissage machine, le machine learning, du cloud computing, puisque on a une composante cloud importante, puisque les capacités de calcul sont telles que on a besoin d'avoir
d'avoir beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul disponible, ce que permet le cloud aujourd'hui, beaucoup de Python, beaucoup de mathématiques et beaucoup de statistiques, puisque ça fait partie des composantes importantes du bagage théorique du data scientist. Et puis au deuxième semestre, un deuxième semestre plus pratique et plus orienté projet, avec des sujets autour de la prédiction et la recommandation. Recommandation, c'est ce que vous connaissez tous avec le moteur de recommandation d'Amazon notamment. Un focus sur l'image et le traitement d'image. Pour vous donner un exemple de traitement d'image, ce live Epita, quand on arrive à flouter les fonds d'écran derrière les intervenants, et ce sont des techniques qui viennent de l'intelligence artificielle et du deep learning. Et puis, ce que j'ai appelé le NLP, c'est le traitement du langage naturel. Alors, on le connaît au travers des chatbots, mais aussi aux outils de transcription, de traduction automatique, qui sont aujourd'hui légion dans nos téléphones. L'enseignement est divisé donc dans ces deux grands semestres. La manière dont on enseigne toutes ces disciplines, c'est d'abord, on a fait un focus sur l'excellence théorique et pratique. On forme vraiment des data scientists qui sont très recherchés. Il y a beaucoup d'anciens de SCIA qui ont soit construit des sociétés qui ont pignon sur rue, soit sont allés dans des sociétés qui sont assez connues et réputées pour leurs compétences en data science. Je vous en parlerai juste après. Beaucoup de projets, beaucoup de pratiques, et puis une approche scientifique où on travaille avec les labs de l'EPITA, et puis on fait beaucoup d'études d'articles scientifiques, d'état de l'art, et on a une approche vraiment rigoureuse et scientifique de ces disciplines. Si on reprend les métiers, les compétences et les débouchés qu'on a à travers cette majeure SCIA, les principaux métiers, c'est data scientist. Est-ce que je peux avoir la slide suivante, s'il te plaît, Isabelle? Data scientist, data analyst et ingénieur big data, qui sont les trois grands métiers qui sont prédestinés pour nos étudiants SCIA. Les entreprises qui recrutent et dans lesquelles on retrouve nos étudiants. On a Google, Nvidia, dont a parlé tout à l'heure Robert avec SRS, Criteo, Dassault Systèmes, Thales, Siemens, Algolia, SoftBank Robotics, BMP, tout un ensemble d'entreprises en fait qui ont besoin d'étudiants qui sont pointus, qui sont excellents techniquement, qui font parfois de la recherche. On a beaucoup d'étudiants qui continuent ensuite sur un doctorat et qui explorent et qui continuent à apporter à la communauté scientifique tous les enseignements qui ont été construits au travers de l'EPITA. Voilà pour présenter un petit peu la majeure Data Science et Intelligence Artificielle. Je vais laisser la main à Arnaud pour la majeure MTI. Merci Pierre-Julien, c'était très clair et ça donne envie, effectivement. Mais le challenge est maintenant entre les mains du responsable de la majeure MTI, Arnaud Lemaître, pour nous donner encore plus envie d'aller dans son secteur. Arnaud, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je suis aussi un ancien de l'école, donc c'est pour ça que je connais très bien le parcours. Et j'ai pris effectivement la direction de la majeure MTI. Alors, MTI pour Multimédia et Technologie de l'Information. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quelque chose de très vaste et sur laquelle, en fait, vous avez un accès tous les jours. Donc, quand on parle, en fait, de multimédia, ça peut être aussi bien des applis mobiles, ça peut être des sites web, ça peut être des applications de réalité virtuelle ou encore, par la suite, de réalité augmentée. Ce sont tous ces domaines-là en fait qu'on va traiter au niveau de la majeure. Bien évidemment, il n'y a pas que ces aspects-là, parce que pour faire fonctionner tous ces ensembles, et derrière, on a toutes les parties cachées avec justement les langages serveurs, les bases de données qu'il va falloir développer pour pouvoir réussir à faire ces logiciels. Alors, ce qui est intéressant également avec le multimédia, c'est qu'en fait, c'est au carrefour de quasiment tous les usages. Donc aussi bien, on va retrouver du multimédia dans les domaines de la santé, de la finance, de la communication, de la formation, bref, un petit peu partout. C'est ça qui est vraiment intéressant. L'autre partie intéressante également, c'est aussi qu'on va devoir intégrer tous les différents secteurs de l'informatique. Typiquement, on ne peut pas réaliser une application sans mettre de la sécurité. Donc, il faut être un minimum formé dessus.
De la même manière, on ne peut pas non plus faire une application si on ne se soucie pas de l'utilisateur final. Donc en gros, il faut aussi se soucier du design et également de l'ergonomie des logiciels qu'on va réaliser. C'est quelque chose de vraiment très intéressant, mais aussi qui va vous demander beaucoup d'investissement. Parce que comme on va rencontrer énormément d'acteurs, il faut pouvoir s'intéresser en fait à beaucoup d'usages pour pouvoir s'adapter et réussir en fait à communiquer avec tout le monde. Et quand on va rencontrer ces différentes personnes, ils ne seront pas tous en fait à l'aise avec l'outil informatique. Et ça va être aussi un autre challenge de pouvoir réussir à faire aboutir en fait les réflexions, une idée jusqu'à un logiciel. Alors, à travers tout ça, on va pouvoir accéder à énormément de métiers. Isabelle, si tu peux passer au slide. Donc, on va pouvoir effectivement accéder à de nombreux métiers. Alors, le plus commun, bien entendu, c'est celui de développeur. L'ingénieur développeur, c'est celui qu'on va retrouver un petit peu partout. Il a une forte composante technique. C'est pour ça que c'est une majeure aussi qui plaît beaucoup en fait, aux étudiants parce qu'elle est très technique. Quasiment toutes nos évaluations se font par projet pour être le plus proche possible en fait, des domaines métiers et surtout du rôle que vous allez avoir par la suite. Mais on va pouvoir aussi vous préparer à toute autre sorte de métier, notamment chef de projet, architecte ou encore entrepreneur. Tout à l'heure, M. Courtois a évoqué également la partie où on accompagne les startups. Il faut savoir que la MTI est aussi une des majeures où les étudiants proposent le plus de startups au niveau de l'école. Donc après, on les accompagne au mieux de nos possibilités pour avoir une très bonne expérience pour eux par la suite. Alors, nos anciens, on va les retrouver également dans différentes sociétés. Comme je vous l'ai dit, le multimédia, il est vraiment partout. Donc, on va retrouver sur des sociétés, on va dire, très technophiles, hein, par exemple Facebook, Apple, ou alors très éloignées, mais entre guillemets, qui a une bonne visibilité à l'heure actuelle avec la crise, par exemple avec Doctolib. On va avoir aussi des anciens qui vont partir, par exemple, dans des ESN. Donc, en gros, ce sont des entreprises qui vont pouvoir, après, proposer des services informatiques à d'autres sociétés. D'autres, on va dire, startups type Blablacar ou Make Me Rich, qui est plus basé sur de la communication. Donc voilà, MTI, en gros, ça vous ouvre vraiment les portes sur de nombreux postes, dans de nombreux secteurs technologiques. Donc voilà à peu près pour cette présentation de la majeure. Merci Arnaud, merci à nos 3 intervenants. Nous avons quasiment tenu le timing, ce qui est un record. Nous avions prévu de terminer à 17h, il est 17h05, c'est parfait. Et nous allons avoir maintenant notre chef d'orchestre qui va prendre vos questions et nous orienter les uns et les autres en fonction de la personne la plus adaptée pour y répondre. Est-ce que notre chef d'orchestre est prêt? Est-ce que les questions sont prêtes? Oui, y a-t-il des questions déjà? Y a-t-il des questions? Oui, nous avons pas mal de questions, effectivement, et voilà, donc sur différents sujets, ce qui va nous permettre, en effet, de balayer un petit peu les questionnements de toutes les personnes qui nous suivent. Donc, on peut commencer par une question qui est posée sur les majeurs. Bonjour, y a-t-il une sélection lors du choix des majeurs? Question d'un anonyme.
Je dis un petit mot et puis je passerai la parole à chacun. Donc déjà merci, je ne vous ai pas présenté Diana qui va être notre chef d'orchestre. Oui, il y a un certain nombre de places prévues dans chacune des majeures. Donc le nombre est toujours suffisamment vaste pour qu'il y ait des offres faites à tous les étudiants, mais il peut y avoir des rushs certaines années. Et c'était le cas, par exemple, de cette année où la majeure cybersécurité a rencontré un énorme succès. Il y avait 40 places de prévues au départ, il y avait 80 demandes, donc nous avons créé des places supplémentaires pour répondre à plus d'étudiants. Et puis, bien, et là peut-être que les responsables de majeure voudront compléter mon propos, nous avons vérifié aussi que les profils des candidats dans les majeurs correspondaient bien à ce qui était attendu et aux compétences qu'ils allaient devoir mettre en œuvre. Si je pense par exemple à la majeure cybersécurité que je viens d'évoquer, il était évident que dans cette majeure, il faut avoir un bon niveau de compétences pratiques et que parmi les candidats, eh bien, ceux qui n'avaient pas le meilleur niveau pratique ont été redirigés vers d'autres spécialités de façon à ce qu'il y ait une bonne adéquation entre leurs compétences initiales, leur projet professionnel et ce qu'allait leur proposer la majeure. Voilà, si l'un des responsables de majeure veut compléter. Oui, Robert Herra, donc je veux bien parler un peu de la cyber. Pour bien profiter du programme proposé dans la majeure cyber, il faut par exemple comprendre ce que moi j'appelle la full stack. Enfin, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça. C'est on doit comprendre comment on peut attaquer un processeur, comment on peut attaquer un ordinateur, comment on peut attaquer une application. Et donc, il faut très très bien comprendre ce que ça veut dire exécuter un programme dans un système d'exploitation sur un ordinateur. Donc, à la limite, vous n'êtes pas très à l'aise en maths, honnêtement, ce n'est pas très gênant. Par contre, si vous avez du mal à comprendre les options d'un compilateur, si Linux vous pose encore des problèmes et que vous n'avez jamais été regarder si on peut reverser un code alors que tous les outils open source sont en ligne, ça risque d'être un peu difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un test d'intrusion, bah, vous devez comprendre tout ce que les bad guys, comme on dit en anglais, sont capables de faire. Et donc, il faut être curieux. C'est plus une question de curiosité. On ne connaît pas, ben on prend le problème à bras-le-corps et on l'étudie. Donc, il faut être très dynamique, très adaptable. Voilà. J'ai fini. Merci Robert. Robert, tu penseras à mettre ta caméra. J'ai oublié. Désolé, j'ai oublié. Donc, on va continuer avec une question qui nous vient de Yanis. Bonjour, je souhaite commencer à prendre de l'avance sur la première année en prépa et je voudrais savoir quels sont les langages de programmation et le niveau de maths requis pour les 2 premières années. Alors, Monsieur Courtois, si vous pouvez répondre à cette question. Ah bah je vais parler pour les prépas alors. Oui, pour les prépas. On pourra peut-être aussi donner la parole un instant. Il y a des étudiants qui sont avec nous également. Donc, on pourra peut-être leur donner la parole sur ce point-là. Il n'y a pas de prérequis de programmation ou d'algorithmique pour rentrer en prépa. Simplement, il est quasiment indispensable d'en avoir fait un peu pour savoir si vous aimez ça. Vous allez vous engager pour 5 années d'études dans le domaine du numérique. C'est comme si vous me disiez je souhaite devenir l'électricien qui va illuminer la Tour Eiffel, mais j'ai jamais branché une ampoule pour savoir si ça m'intéressait ou pas. Donc, de la même façon, avant de vous lancer dans une école d'ingénieurs dédiée au numérique, et EPITA est aujourd'hui l'école d'ingénieurs qui fait clairement le plus d'informatique en France, eh bien, avant de vous y lancer, ça semble un petit peu logique de vous être frotté un peu à la programmation et à l'algorithmique. Ceci dit, comme on ne peut pas préjuger des différences de niveau des élèves qui nous rejoignent, nous redémarrons au kilomètre zéro pour tout le monde et on va plus ou moins vite en fonction des étudiants qui nous rejoignent. D'accord. Alors peut-être que Lisa ou Quentin, qui sont effectivement qui font partie de ce live, peuvent répondre à la question aussi de Marin qui rejoint ceci. Est-il nécessaire de posséder des connaissances en informatique avant d'intégrer l'école? Si on peut avoir un petit peu votre expérience.
Oui, bah, je peux répondre, hein, s'il n'y a pas de souci. Donc, moi, quand je suis rentré à Epita, j'avais fait la spécialisation ISN, donc c'était informatique à l'époque en terminale. Je ne sais pas encore si c'est d'actualité, mais c'était vraiment de très loin. On avait fait du Java School, donc un langage encore plus simplissime du Java. Et c'était à peu près intéressant, mais j'ai pas appris beaucoup. Sur les 2 premières semaines de prépa, on a vraiment un atelier où on va faire 3 heures de maths le matin, 3 heures d'algorithmie l'après-midi. Et là, vraiment, tout le monde va se retrouver au même niveau. C'est vraiment qu'il ne faut pas avoir peur de se dire oh mon Dieu, c'est l'informatique, j'y connais rien. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais regardé un peu, comme disait Monsieur Courtois, c'est intéressant d'avoir fait un peu, voir un peu ce que ça donne, etc. Parce qu'on va y passer au moins 5 ans, puis le reste de sa vie après derrière dans l'informatique, donc il faut que ça plaise. Mais faut pas se faire trop de soucis. Le niveau de fin terminale en maths est suffisant. Faut juste pas rater le train et quand ça va commencer la prépa, faut juste y aller à fond, se donner à fond et faut pas trop de soucis, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça passe mal. Merci beaucoup, Quentin. Nous avons une question donc, qui nous vient d'Emilia. Quelles sont les recherches menées dans vos laboratoires? Alors, ces questions donc, sont adressées à Pierre-Julien, à Arnaud et à Robert. Si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Oui, bah, je peux commencer. Alors, il faut faire le distinguo, c'est qu'en fait, on a quand même les majeurs en fait ont des laboratoires et l'école a également des équipes de recherche. Ces équipes de recherche sont aussi assez fortement liées à une des majeures, notamment celle de moi personnellement, je fais partie de 3IE, qui est une des équipes au niveau de l'école, et on va travailler tout ce qui est autour des nouveaux usages et des nouvelles applications. Donc c'est pour ça que c'est très connexe en fait avec la majeure MTI, puisque en gros on va regarder pour tout ce qui est développement d'applications mobiles, les applications web également, mais aussi traiter de tout ce qui est réalité virtuelle. Donc on pourrait avoir soit sur téléphone ou à travers différents casques type Oculus, on a quoi d'autre, les Vive également. Donc voilà. Ça va vraiment tout un panachage sur lequel en fait on va pouvoir travailler. Et notamment, il y a beaucoup d'intervenants au sein du laboratoire qui donnent des cours au niveau des majeurs, tout simplement parce qu'on est très proche en fait du milieu professionnel. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant, puisque ce que nous on retrouve avec des entreprises partenaires, on peut directement le réinjecter au niveau de la majeure pour que quand les étudiants sortent sur le marché du travail, soit directement autonome sur des technos qui sont utilisés à l'heure actuelle. Alors, je veux bien parler de ce qu'on fait dans le LSE. Donc, le LSE, c'est le laboratoire sécurité et système d'Epita. Nos recherches ont plusieurs axes. Donc, pendant 3 ans, nous avons eu un projet avec le ministère de la Défense via la DGA et une entreprise où nous avons étudié ce qu'on appelle la classification à grande échelle de malware. En gros, on a proposé de développer donc des algorithmes, de les implémenter, de les tester. Donc, pour la petite histoire, on a tout fait en Python. On avait quelques millions de malware et on voulait les classer en familles de manière automatique. Donc, c'est le premier niveau, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning. Et on voulait être capable de faire ça en un temps raisonnable parce qu'aujourd'hui, il y a sur le marché à peu près 1,2 milliard de malware. Et quand vous avez un nouveau malware qui arrive, il est important de comprendre si c'est un tout nouveau, si c'est un cousin d'un malware qu'on a déjà vu par le passé, donc récupérer les infos qu'on a dans d'énormes bases de données qui deviennent de plus en plus grandes. Et le projet actuel que nous avons démarré en octobre dernier, donc là c'est un peu plus centré sur les réseaux, donc nous essayons de développer, toujours avec la DGA et une entreprise, nous essayons de développer des algorithmes de détection de ce qu'on appelle des attaques et des menaces sur les réseaux d'opérateurs de télécom. Donc, pour pas les citer, je ne vais pas citer les grandes entreprises, mais vous les connaissez. Donc, il y a d'énormes problèmes. C'est une volumétrie colossale. On peut avoir jusqu'à plusieurs téraoctets de données par jour. Il faut définir ce que c'est une attaque, la différencier d'une menace.
Je donne toujours la différence. Une attaque, c'est quand quelqu'un fracture votre porte. Une menace, c'est quand vous avez quelqu'un qui regarde, si vous n'êtes pas encore rentré, mais on va dire il y pense. Et vous avez beaucoup de serveurs, hein. Il y a plusieurs dizaines de milliers de serveurs dans un cœur de réseau aujourd'hui de n'importe quel opérateur. Donc, grande volumétrie, difficulté de labelliser les attaques parce que il faut du temps humain et il y a des attaques tout le temps. Donc, c'est très compliqué d'avoir des données labellisées. Et là encore, c'est des algorithmes de machine learning que nous essayons de développer. Après, vous avez d'autres projets qui peuvent être ponctuels, on va dire. Ça peut être, on nous donne des données liées à une attaque et puis on nous demande de donner un coup de main ou plus exactement de développer des outils qui permettent d'automatiser. Le problème de la cyber aujourd'hui, c'est qu'on sait détecter les attaques, on sait même quelquefois les contrer, mais ça demande des experts humains. Et il faut passer à ce qu'on appelle l'industrialisation. Il faut être capable de dire, je vais développer des outils qui, même si l'humain s'endort devant son clavier parce qu'il est fatigué, vont prendre le relais et réagir instantanément. Et aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Joël Courtois, les attaques, malheureusement, ne se sont pas éteintes, elles ont été amplifiées. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Je repasse la main. Alors, nous avons une question pour Lisa. Y a-t-il une contribution financière attendue de notre part si nous souhaitons intégrer une de vos associations, par exemple sportives? Oui, bonjour. Moi, je suis étudiante en dernière année. J'ai participé à pas mal d'associations pendant mon cursus au sein de l'école. Donc, il n'y a pas de contribution financière pour les associations. C'est déjà compris dans le prix de l'école, puisque l'école participe financièrement auprès des associations pour éventuellement des achats de matériel ou des événements. Par contre, il y a certains événements évidemment qui peuvent être payants, mais là c'est plus au cas par cas pour un événement ou pour quelque chose de spécifique, mais pour faire partie des associations en tant que telles, il n'y a pas de contribution, sauf dans certains cas assez particuliers. Je ne sais pas si Quentin, tu veux détailler peut-être. Oui, alors par rapport au sport, je sais qu'il y a une licence à payer. Dans ce cas, c'est une licence, je crois que ça va être 30 €. Sinon, la plupart des associations, effectivement, les gens sont bénévoles, donc c'est le paiement en heures, c'est pas en argent. Vous allez investir de l'heure dans les associations. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, j'ai une question, Monsieur Courtois. Les échanges Erasmus se font-ils lors de la 3e année? Alors, les échanges Erasmus sont en théorie possibles à n'importe quel moment. Bien entendu, il faut que ce soit compatible avec votre scolarité. Aujourd'hui, il y a des périodes sur les 5 années sur lesquelles les échanges sont plus faciles que d'autres. Nous vous permettons de partir à l'étranger, d'avoir un échange Erasmus dès la 2e année. C'est-à-dire que le 4e semestre de classe préparatoire, le 2e semestre de SP, peut se faire à l'étranger et à plus de 80%, les étudiants partent durant ce créneau. Évidemment, encore une fois, cette année a été un petit peu particulière puisque en fonction de la date de départ, certains étaient déjà partis, d'autres allaient partir, certains ont dû revenir, d'autres sont restés. Il y en a qui ont fait le choix de rester dans le pays où ils étaient. Donc ça, c'est le premier créneau en prépa. Dans le cycle ingénieur, nous allons avoir la première année du cycle ingénieur, donc la 3e année du cursus, où vont vraiment s'acquérir au sein de l'école les fondamentaux de l'école. Donc on ne part pas à l'étranger pendant cette période. Ensuite, vous avez 2 semestres de stage qui peuvent se faire à l'étranger. Et puis, vous avez également la période des majeurs que nous venons d'évoquer, où il est possible de terminer sa majeure dans un autre pays, dans une autre université, éventuellement à travers un échange Erasmus ou bien un échange bilatéral, un échange que nous avons conçu avec l'université d'accueil. Ça ne se fait pas énormément, tout simplement parce que les étudiants de l'EPITA sont en général très attachés à la majeure qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas envie vraiment de la quitter avant la fin du programme.
Une dernière possibilité de partir à l'étranger, là on n'est plus dans Erasmus, on est dans du double diplôme, où à la fin du cursus, au moment, au lieu de partir en stage, eh bien, on va partir vers 6 mois ou 1 an à l'étranger pour un double diplôme aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, enfin, selon le domaine qui vous intéresse. Et c'est bien souvent pour acquérir un diplôme local dans un pays dans lequel on souhaite s'installer très vite. Très bien, merci. J'ai une question qui donc, est en relation. Anaïs, bonjour. Les alternants peuvent-ils donc partir à l'étranger? Et qu'en est-il des stages obligatoires de 4e et 5e année? En sont-ils exemptés ou font-ils une moitié de l'année en entreprise et l'autre moitié en stage? Alors, je vais reprendre cette question également. Les alternants ont un rythme bien particulier puisqu'ils sont alternants, ils ne sont pas étudiants. Hein. Ce sont des salariés d'entreprise qui suivent une formation. Donc, ils n'ont pas les grandes périodes de stage et leur période d'entreprise est échelonnée au cours des 3 ans. La commission d'éthique d'ingénieurs demande à ce qu'il y ait un semestre au moins qui soit fait à l'étranger pour les apprenants en statut étudiant et qu'il y ait plutôt 3 mois de proposer aux apprenants sous forme d'apprentissage. Donc, selon les types d'entreprises, selon les configurations, eh bien, certains vont pouvoir partir sur des périodes longues avec l'accord de leur entreprise, puisqu'encore une fois, ils sont salariés en entreprise, donc il faut que l'entreprise donne leur accord pour un départ sur une période longue, ou bien ça pourrait être fractionné sur plusieurs années où ils vont partir 2 semaines à un moment, 2 semaines à un autre, de façon à se rapprocher petit à petit de cet objectif des 3 mois à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une question pour Pierre-Julien de Brieux. Donc, peut-être que pourrez-vous répondre. Bonjour, auriez-vous des exemples de débouchés ou de parcours d'élèves à l'EPITA en rapport avec la santé? Alors oui, et on en a plein, et ça fait partie des focus qu'on fait, et notamment pendant l'enseignement. On a une douzaine d'étudiants cette année qui sont partis en stage dans une très grande multinationale médicale pour travailler sur de l'analyse de CT scan, donc d'images issues de scanners, et pour faire la détection d'organes sur ces images-là. Donc ça, c'est un premier exemple. On a des anciens de SCIA et qui ont cette année recruté une étudiante dans une société qui fait de l'analyse de pathologie cardiaque, qui est en France, une start-up française. Donc voilà, deux exemples, il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que la santé, ça fait partie des sujets sur lesquels l'intelligence artificielle et la data science sont pas mal sollicités, et ça fait partie des sujets sur lesquels on fait un focus particulier. Et je pense, peut-être que M. Courtois voudrait rajouter quelque chose au sujet des perspectives au niveau de la santé. Bon, vous voulez me faire lâcher un scoop en plein live, c'est ça? Alors effectivement, ce n'est pas encore public, donc vous êtes les premiers à le savoir. Ce sera annoncé dans quelques mois. Nous allons avoir la création d'une majeure santé devant l'importance que prend ce domaine. Une majeure santé, c'est-à-dire que vous avez remarqué jusqu'ici, nos majeurs étaient très thématiques, techniques, mais là, il y a une telle demande dans ce secteur, à la fois sur des aspects liés à l'intelligence artificielle, on vient de le voir, des aspects liés à la sécurité des données médicales, des aspects liés à la robotique médicale. Bref, nous sommes en train de travailler sur ce programme qui sera annoncé dans quelques mois. Il y aura, en tout cas pour vous, le temps que vous nous rejoigniez, il y aura une majeure santé au sein de l'école. Voilà, j'ai lancé le scoop, c'est une avant-première. Bon, bah super. Piégé par Pierre-Julien. Donc, j'ai Anna qui nous pose une question qui est dans le contexte de la santé et plus précisément donc, avec le virus Covid qui nous atteint tous. Vous parlez de médecine. Beaucoup d'entreprises aident les hôpitaux à se fournir en gel ou masque. Est-ce que l'EPITA fait quelque chose? Alors, il y a beaucoup d'actions qui ont été soit initiées par des étudiants ou bien que des étudiants ont rejoint. J'étais très heureux de voir leur mobilisation. Nous avons travaillé avec toujours une politique bien identifiée qui était de se dire il nous faut un besoin et nous allons répondre à ce besoin.
Donc, tous les étudiants qui avaient des projets très exotiques, mais sans demande en face, nous les avons réorientés vers des projets avec des demandes bien identifiées. Et ça nous a amené à des choses très, très intéressantes. Dans le domaine, par exemple, de création des visières, toutes les imprimantes 3D de l'école, que ce soit sur Paris ou dans les régions, tournent H24 pour produire des visières de protection. Il y a des étudiants qui se sont lancés dans la création de logiciels pour la mise en relation de makers, pour des applications dans les hôpitaux, à chaque fois à partir d'un cahier des charges demandé par celui qui en avait vraiment besoin. Voilà, c'est une très belle mobilisation. Il y a encore d'autres projets qui ne sont pas sortis, mais qui sont vraiment près d'aboutir, comme des pousse-seringues qui se font avec un industriel français. J'étais très heureux de voir comment se sont mobilisés des enseignants et des étudiants. Nous avions une réunion de délégués en début d'après-midi, juste avant ce live, et certains délégués nous ont justement demandé de veiller à ce que certains étudiants n'aillent pas trop loin dans ces travaux solidaires, parce que en même temps, leurs cours continuent à côté. Hein. Le confinement n'a pas arrêté les cours dans l'école, et il faut que l'on aide ceux qui se sont tellement passionnés par le sujet qu'ils pourraient mettre en péril la réussite de leur année. Donc, beaucoup de projets, plus d'un millier de masques distribués, de visières de protection, pardon, de distribués autour de nous. Donc, il y a eu une très belle mobilisation des étudiants et des enseignants. Merci, Monsieur Courtois et Pierre-Julien. Donc, j'ai une question pour Robert. Donc, une question d'un anonyme. Bonjour. Oui. Quelle est la différence entre un ingénieur réseau et un architecte réseau et un administrateur réseau? Ah, alors l'ingénieur réseau, je dirais, il est entre l'administrateur et l'architecte. L'architecte, c'est celui qui conçoit. Ça veut dire, par exemple, qu'il va prendre des décisions pour faire évoluer le réseau, faire évoluer sa taille, faire évoluer les éléments. Est-ce qu'on remplace des switches intelligents par des routeurs bas de gamme? C'est lui qui va décider et qui va mettre en adéquation, je dirais, l'architecture réelle du réseau avec les besoins de l'utilisateur. L'administrateur réseau, en général, hein, ce sont des métiers où en fait les frontières sont fragiles. Pour moi, un administrateur réseau, comme son nom l'indique, il administre le réseau qu'on lui donne, entre guillemets, clé en main. Il ne va pas le modifier. Il va faire en sorte, il va vérifier que les ordinateurs fonctionnent bien, qu'ils communiquent comme il faut, il va remonter les alertes, il va peut-être faire de la gestion de log, mais il ne va pas décider d'un seul coup de remplacer tous les switches intelligents par des routeurs hyper sophistiqués. Ça, pour moi, c'est le rôle de l'architecte. À la limite, je dirais l'architecte ne met pas les mains dans le cambouis, il ne construit pas le bâtiment, comme dans l'architecture standard, hein. Et puis, l'ingénieur, c'est le maître d'œuvre. Voilà, c'est lui qui fait en sorte que l'administrateur système applique les règles, par exemple les règles de sécurité, va remonter les problèmes, peut-être suggérer à l'architecte en chef quelles modifications on doit apporter dans le réseau. Et dans des métiers comme les opérateurs télécoms, c'est des métiers extrêmement pointus. Je veux dire, l'architecte en chef du cœur de réseau d'un opérateur, pour ne pas le nommer, on va dire Orange, c'est de l'ordre de dizaines de milliers de routeurs. C'est pas un architecte en fait, hein, c'est une équipe complète que je connais très bien par ailleurs, puisque j'ai plein d'anciens élèves là-bas. Et eux, ils surveillent constamment le réseau, ils sont tout le temps en train d'essayer d'optimiser, ils font ce qu'on appelle de la métrologie, constamment en temps réel. Ils vont mesurer par exemple les décalages qu'il y a entre des paquets envoyés à différents endroits, ils vont mettre des sondes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une volumétrie de données qui est colossale. Et il faut prendre un peu de recul pour être capable de détecter des événements et éventuellement faire en sorte que le réseau évolue par rapport aux besoins réels. Voilà. D'accord, merci. Alors, ne quittez pas Robert. J'ai une question de maths. Est-ce que la majeure SRS est beaucoup demandée chaque année? J'ai pas compris le prénom. Maths. Maths, ok. La majeure SRS, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu variable. Cette année, elle a eu beaucoup de succès. Et à dire la vérité, on ne sait pas pourquoi. 80 demandes, c'est pratiquement le double de l'année dernière. Ça doit être lié à des événements.
Elle est très demandée, mais encore une fois, pour avoir participé à des discussions avec des étudiants qui l'avaient demandé et qui, pour nous, n'avaient pas, on va dire, le profil adéquat, en général, quand on leur explique les projets qu'ils vont avoir à faire, ceux qui n'ont pas le profil renoncent d'eux-mêmes. Hein. C'est pas un concours, il faut être clair, c'est pas un concours. Et je parle sous réserve que notre cher directeur acquiesce. Si d'un seul coup, il y a 120 étudiants ultra compétents avec le bon profil qui décident de faire SRS, je pense qu'on trouvera un moyen de se débrouiller. Hein. Il n'est pas question de bloquer un étudiant qui a envie d'être expert en un domaine pour une question de place. Mais bon an, mal an, ça s'équilibre. Voilà. Super, merci beaucoup Robert. J'ai des questions pour Pierre Julien, donc d'un futur épithéen, je l'espère. Quelle est la différence entre un data analyst et un data miner? Alors, bonjour, cher futur épithéen. Un data miner, c'est un ingénieur qui va aller explorer, donc c'est dans le contexte du big data, qui va explorer des jeux de données pour trouver des patterns, pour trouver des schémas qui se répètent, pour essayer d'extraire des tendances ou des tendances globales en fait d'un ensemble de jeux de données. Un data analyst, ça va être une couche supplémentaire, c'est quelqu'un qui va apporter des réponses à un business dans l'optique de répondre à une problématique donnée. Donc, c'est quelqu'un qui va, par exemple, essayer de prédire un volume de vente sur les années suivantes, qui va essayer de déterminer un ensemble de données, mais vraiment appliqué à un contexte business. Donc, le data analyst a une petite composante en plus que le data miner. On forme plus des data analysts et des data scientists à l'EPITA. Data miner, c'est quelque chose qui était plus utilisé dans le big data et dans l'exploration de données. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'analyse et dans la prospective et dans la prédiction qu'on peut établir sur ces données. Très bien. Donc, j'ai une autre question pour vous. Proposez-vous des préparations au futur métier de l'intelligence artificielle, donc on en a parlé tout à l'heure. Alors là, psy, designer, cogniticien, intégrateur IA, ethnicien des intelligences ou encore ego-teller. Alors, nous, on forme des data scientists qui sont des gens qui sont aujourd'hui les plus en vue sur le marché dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la data science, dans le marché de l'emploi de l'intelligence artificielle et de la data science. On forme des data scientists, c'est-à-dire des gens qui ont une triple compétence, qui savent faire très bien trois choses. Ils sont très bons en maths et en stats, donc ils sont très bons en théorie mathématique et dans les modèles mathématiques qui sous-tendent toute la théorie du machine learning. Ce sont d'excellents codeurs, ce sont d'excellents informaticiens. Et la troisième dimension qui a déjà été abordée, ce sont des gens qu'on forme à l'intérêt métier et l'intérêt culturel des problématiques qui vont leur être posées. Pour nous, le data scientist, c'est ces trois composantes-là. On peut trouver des spécialisations sur des aspects un peu plus techniques ou sur des parties un petit peu plus focus sur certains aspects. Mais pour nous, il y a vraiment ces trois composantes, c'est excellence théorique, excellents codeurs, excellents informaticiens et une connaissance du métier, une compétence qui permet de discuter avec, pour les gens qui vont partir faire de la data science de la médecine, ils vont discuter avec des médecins, ils vont discuter avec des chercheurs, ils vont être d'égal à égal pour discuter et comprendre les problématiques qui leur sont posées. Bon, super. Alors, quand on rentre dans le vif de la formation à l'EPITA, j'ai une question pour Lisa, qui pourra témoigner, et si Quentin souhaite après donc compléter. Et donc une question, comment les cours se passent-ils en cycle ingénieur? Donc des cours en amphithéâtre, des données en format PDF. Est-ce que tous les cours sont-ils au moins expliqués par des professeurs? Alors, au niveau des cours en ingé, donc c'est la première année du cycle ingénieur, on a énormément de cours en amphi avec des professeurs. Pour tout ce qui est plus programmation, on va avoir beaucoup de pratiques avec des projets et des TP qui sont encadrés par des assistants qui sont des étudiants d'année supérieure. Et au niveau des majeurs, après, ça va dépendre des majeurs. Donc, moi, pour ma majeure, on avait des cours avec des enseignants qui étaient principalement des intervenants du monde professionnel, donc des professionnels qui venaient nous faire des cours en dehors de leurs heures de travail. Mais après, ça dépend des majeurs. Il y a des spécificités selon la majeure. Moi, c'était SIGL, donc pour information. Voilà.
Entendu. Merci beaucoup, Lisa. Quentin, peut-être que tu souhaites compléter? En fait, ce qu'a dit Lisa était très bien. C'est effectivement tout ce qui est mini-MOOC, MIMO, etc. C'est surtout la prépa. Pour l'instant, en tout cas, c'est peut-être mené à changer. Quasiment tous les cours de ma majeure, donc GITM, sont avec un intervenant, avec un prof. Donc, on n'a pas de voilà, lisez le PDF et bon courage pour le partiel. Non, on est bien encadré. On a vraiment des profs qui expliquent tout, etc. Donc, il y a effectivement une préparation en prépa. On a les cours un peu avant en ligne. Ensuite, on fait, comme l'a dit Monsieur Courtois, on fait bien le TP après avec un prof. Puis expliquer, une fois arrivé en cycle ingénieur, là, c'est plus de cours en amphi, parfois en TP aussi. Voilà. Merci. Donc, nous avons une question maintenant de Léa. Léa qui est en première ou en seconde du coup et qui se pose des questions par rapport aux spécialités. Alors Monsieur Courtois, si vous pouvez expliquer donc à Léa au niveau des spécialités à choisir, quelles sont les bonnes pour intégrer l'EPITA, s'il vous plaît. Mais Léa, les spécialités à choisir découlent tout naturellement de ce qu'est l'EPITA. L'EPITA est une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs, son objectif est de former des scientifiques. Donc, bien entendu, il nous faut la spécialité mathématique en première et en terminale. Ensuite, eh bien, nous allons vérifier d'une certaine façon si vous êtes vraiment motivé par le domaine scientifique en vous demandant d'avoir une deuxième spécialité également dans le domaine scientifique. Mais là, nous vous laissons au libre choix de cette spécialité, puisque nous serions peut-être tentés de vous demander d'avoir fait NSI, d'avoir fait la spécialité informatique, mais nous savons qu'elle est proposée dans très peu de lycées, donc nous ne pouvons pas l'exiger. De la même façon, certains vont préférer la physique ou les sciences de la vie. Donc, la deuxième spécialité doit être scientifique, mais nous n'obligeons pas son choix. Première, vous avez la possibilité d'avoir une troisième spécialité, curieusement, qui est abandonnée quand vous arrivez en terminale. Donc, du coup, nous vous la laissons à libre choix. Elle peut être scientifique ou non scientifique. Enfin, en terminale, dernier point, vous avez également des options. Et nous vous incitons très vivement à prendre l'option de maths experte. Non pas que le programme du concours porte sur le programme de maths experte, mais tout simplement parce qu'encore une fois, nous ne pouvons pas l'exiger dans le concours puisque toutes les écoles ne vont pas proposer l'option maths experte, tous les lycées ne vont pas le proposer, mais tout simplement en partant du raisonnement que si vous avez fait la spécialité maths plus l'option maths experte, eh bien vous serez plus à l'aise à la fois pour réussir les épreuves du concours et vous serez plus à l'aise pour réussir votre intégration dans l'école. Voilà. Merci, Monsieur Courtois. On a une demande de pouvoir rappeler quelles sont les nouvelles modalités du concours Advance. C'est vrai qu'on en a parlé au premier live. Si vous pouvez faire un petit rappel des nouvelles modalités. Donc, c'est une question notamment de Lucas qui dit voilà, bonjour, mon dossier n'est pas le meilleur. Je comptais sur le concours écrit pour me rattraper. Ai-je quand même ma chance? Donc, si voilà, vous pouvez faire un petit point. Bon, eh bien, la situation est effectivement bien particulière cette année. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation a demandé à ce qu'il n'y ait aucune épreuve pratique, aucune épreuve présentielle, qu'il s'agisse des écrits ou des oraux. Donc, nous ne pourrons travailler qu'à partir des éléments qui sont dans votre dossier. Il est évident que si vous avez un dossier faible, vous êtes plus loin dans le classement que quelqu'un qui a un très bon dossier. Ceci dit, nous avons voulu garder justement cet aspect auquel on tient beaucoup de motivation. Et donc, nous avons décidé de ne pas travailler uniquement avec la note de dossier, mais de rajouter une deuxième note que nous avons baptisée aptitude et motivation, qui part de tous les éléments que nous pouvons trouver dans votre dossier, à savoir le contenu de la fiche à venir, que pensent vos professeurs, à savoir à partir de la fiche de projet
la lettre motivation, comme on l'appelle quelquefois, que vous avez mis dans votre dossier, où vous expliquez pourquoi vous voulez rejoindre tel domaine, pourquoi vous voulez rentrer dans telle école. Donc, nous avons des enseignants qui sont en ce moment même en train de lire tous les éléments de votre dossier et qui, à partir de cela, vont vous rajouter une note que nous avons baptisée, comme vous avez pu le voir sur le site de Parcoursup, aptitude et motivation. Et cette note va avoir le même poids que la note académique. Donc, c'est un moyen de redonner un petit coup de boost à ceux qui avaient un dossier éventuellement un petit peu faible, mais qui ont su, à travers leur travail dans le lycée et à travers la lettre de motivation, nous indiquer qu'ils avaient vraiment envie de nous rejoindre. Merci, Monsieur Courtois. Il ne nous reste plus que quelques questions. On a déjà dépassé, mais effectivement, il y a beaucoup de questions. J'ai Dylan qui demande si le rythme de la prépa est-il aussi intense qu'une prépa classique? Y a-t-il un accompagnement spécifique pour les élèves en possible difficulté? Vous voulez que je prenne, je peux prendre cette question ou les étudiants pourront compléter s'ils le souhaitent. Oui, par rapport au lycée, il y a beaucoup de travail en prépa. C'est évident que nous ne sommes plus sur le rythme du lycée. Cependant, c'est une prépa avec un programme entièrement adapté à ce qui va suivre. Donc, une prépa sur laquelle il y a déjà beaucoup de projets, sur lesquels il y a des activités pratiques, sur lesquelles on favorise le travail d'équipe, sur lesquelles on favorise l'entraide, la collaboration. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le schéma d'une prépa classique où les élèves, bien souvent, se battent seuls de leur côté pour essayer de gratter quelques places dans les concours. Donc, en termes de travail, il y a beaucoup plus de travail qu'au lycée. Il est clair qu'il va falloir overclocker le processeur pour employer un terme que certains apprécieront, mais rien d'infaisable. Hein. Vous allez avoir du contrôle continu, vous allez valider vos semestres les uns après les autres. Vous avez en première année le deuxième semestre qui peut apporter une petite compensation du premier si vous avez eu un petit peu de mal à vous mettre en jambe. Vous avez des cours de soutien qui sont mis en place pour ceux qui ont quelques difficultés au départ. En fait, ce qu'il faut réussir, c'est votre transition du lycée à l'enseignement supérieur en étant capable de changer votre rythme de travail. À partir du moment où vous avez changé ce rythme, comme nous vous avons évalué à partir de vos acquis de lycée, nous savons que vous avez le potentiel pour réussir, à vous simplement de prendre la bonne méthode. Et nous vous accompagnerons pour ça. Très bien, j'ai une question pour Lisa, d'une jeune fille qui demande comment ça se passe. Donc, j'ai envie d'intégrer, donc c'est Margot qui pose la question, bonjour. J'ai envie d'intégrer une école d'informatique, mais je sais qu'il y a peu de filles dans ce secteur. Comment cela se passe pour l'emploi? Et donc, Léa qui pose une question sur l'obtention de bourses. Est-ce que Lisa, tu peux donner un peu plus d'informations à ce sujet, s'il te plaît? Oui, alors j'ai pas très bien entendu la fin de la première question. C'était des informations sur quoi? Alors, j'ai envie d'intégrer une école d'informatique, hein, mais je sais qu'il y a peu de filles dans ce secteur. Comment cela se passe pour l'intégration en entreprise, pour l'emploi? Est-ce que les filles arrivent à survivre dans l'école? Au sein de l'école, bon, évidemment, il n'y a pas énormément de filles, donc c'est pas forcément idéal, mais l'école essaie de travailler sur ce sujet-là pour avoir de plus en plus de filles. Ça se passe très bien globalement en tant qu'étudiante dans l'école. Enfin, moi, j'ai pas eu spécialement de soucis. La vraie problématique, c'est plus voilà, la difficulté d'être entourée par des garçons et de ne pas forcément avoir d'amis filles, entre guillemets, mais ça, c'est en train de s'améliorer, en tout cas, je l'espère. Et au niveau de l'intégration en entreprise, il n'y a pas de spécialité parce qu'on est une fille ou un garçon. Dans les entreprises, la tendance est plus à avoir plus de femmes par rapport à dans l'école, puisqu'on est mélangé avec d'autres services, on ne travaille pas forcément qu'avec des personnes au sein de l'informatique, donc ça se ressent moins. En tout cas, moi là, je suis en stage de fin d'études et j'avais déjà fait un stage aussi avant. J'ai toujours eu beaucoup de collègues femmes et c'était pas du tout, j'ai pas du tout eu de problème, en tout cas en tant que femme.
Et pour la deuxième question sur les bourses, je sais que Excellencia, ça a beaucoup changé, donc je ne m'avancerai pas trop sur comment l'obtenir, s'il y a une meilleure façon ou non de l'obtenir. Moi, je ne l'ai pas eu, donc voilà. Alors, je peux compléter ce point. Le trophée Excellencia existe depuis plus de 10 ans. Il offrait une scolarité intégrale sur 5 ans à une jeune fille. Cette année, nous avons voulu l'ouvrir à un peu plus de personnes et donc nous avons réduit la durée, mais nous l'avons ouvert à plus de jeunes filles. Et puis, comme l'EPITA est assez connu dans ce domaine, puisque nous nous battons depuis des années pour féminiser la profession, nous avons été contactés par un grand groupe. Alors, je n'ai pas encore le droit de dire le nom, parce que ce groupe se lance dans une démarche au niveau mondial et veut faire l'annonce au niveau mondial au mois de septembre ou d'octobre. Mais un grand groupe industriel a décidé de se joindre à nous pour renforcer notre effort, de façon à pouvoir offrir des bourses très importantes pendant toute la durée des études à 15 jeunes filles supplémentaires. Donc, cette année, ce n'est plus une scolarité offerte, mais c'est 3 scolarités entièrement prises en charge par l'école, plus 3 scolarités prises en charge partiellement par l'école et par ce grand groupe international qui dévoilera sa stratégie dans quelques mois. Mais les inscriptions sont ouvertes. Donc, mesdemoiselles, faites vite si vous voulez profiter de ces 18 bourses ouvertes cette année. Merci. On va terminer avec une question parce qu'on a déjà dépassé de 18 minutes ce live. Je vais poser la question à Arnaud, donc du futur épitéen. Bonjour, peut-on prendre plusieurs majeurs? Alors non, malheureusement, on ne peut pas prendre plusieurs majeurs. Il faut savoir qu'une majeure, c'est déjà très chronophage en termes de temps. Et donc, on ne peut pas prendre plusieurs majeurs. Par contre, on a des mineurs qu'on va pour compléter justement son parcours majeur. Alors, la mineure va plutôt adresser en fait un domaine d'entreprise. Donc, on avait précédemment une mineure santé, on a une mineure finance également. Et en fait, ça va vraiment pouvoir permettre de compléter un parcours. Par contre, prendre 2 spécialités, parce que c'est ce que c'est une majeure, c'est une spécialité, non, ça demanderait vraiment beaucoup trop de temps aux étudiants pour pouvoir suivre ça de façon convenable. Merci Arnaud. On a fait le tour des principales questions, mais il y en a encore beaucoup auxquelles on va prendre le temps de répondre. Et donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. Je donne donc la parole à Monsieur Courtois. Écoutez, effectivement, il y a encore beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre après le live à ces questions. Vous les retrouverez par écrit. Je tiens vraiment à remercier d'abord toute l'équipe qui a organisé cet événement, parce que c'est beaucoup de boulot, à la fois de communiquer, d'organiser, de préparation. Remercier bien entendu les étudiants qui ont accepté de jouer le jeu. Ils sont en stage, ils avaient d'autres préoccupations, ils ont accepté de donner de leur temps pour répondre à vos questions. Et puis, bien entendu, je remercie les 3 enseignants responsables de majeurs et responsables de labo qui ont accepté de jouer le jeu et de répondre en toute transparence à vos questions. Bonne journée, soyez prudents, faites attention à vous et à très bientôt dans l'école, je l'espère. Au revoir.